Et j'invite maintenant Maxence Mosseron, qui est conservateur du patrimoine, responsable de la conservation-restauration au CICRP à Marseille, à nous parler de la très belle campagne de restauration des œuvres de Jean d'Arrey dans le cadre de l'exposition au musée Granet l'été dernier et des multiples questions que cette campagne a posées. Merci, et merci au comité d'organisation d'avoir accepté cette proposition de communication qui est écrite à deux mains, ou quatre mains, je ne sais pas, mais prononcée à une seule voix, puisque Alice Moulinier, qui est conservatrice-restauratrice, est retenue ailleurs aujourd'hui pour des raisons professionnelles. J'aimerais évoquer l'opération de restauration qui s'est tenue au CICRP relative au projet d'exposition consacré au peintre aixois d'origine flamande Jean d'Arrey, né à Bruxelles en 1614 et mort à Aix-en-Provence en 1668. Peintre autrefois célèbre en Provence, d'Arrey est peu à peu tombé dans l'oubli, à l'exception de quelques spécialistes, et la manifestation aixoise a fourni l'opportunité de le remettre à l'honneur. L'exposition a également été l'occasion de mettre en œuvre, en amont, une vaste campagne de restauration d'œuvres au CICRP. Celle-ci étant achevée, de même que l'exposition du musée Granet, il est temps peut-être de dresser une esquisse de bilan des opérations menées au CICRP selon un double biais. Celui des enseignements apportés d'une part par le corpus pris en charge dans son ensemble, qui charrie son lot de problématiques, et d'autre part des enseignements suscités par le travail mené par une restauratrice en particulier, Alice Moulinier. Alice Moulinier est une conservatrice-restauratrice spécialisée dans la couche picturale et propose une approche très mesurée que l'on pourrait qualifier de peu interventionniste. Il s'agira dans un premier temps de décrire l'entreprise à travers ses enjeux, le corpus considéré et les problématiques générales de l'opération de restauration. Dans un deuxième temps, qui constituera le cœur de mon propos, j'aborderai à partir de différents cas concrets la façon qu'a Alice Moulinier d'appréhender son travail de restauratrice, où la pratique est systématiquement alimentée par une réflexion qui s'appuie sur une contextualisation historique, sur une appréhension de la technique de l'artiste et sur une prise en compte critique des différentes restaurations dont les œuvres ont pu faire l'objet au fil du temps. En outre, le nombre d'œuvres traitées par Alice permet une lecture globale des problématiques de restauration rencontrées. Dans un dernier temps, et pour prolonger la réflexion, je considérerai l'intérêt d'une lecture d'ensemble de la production de d'Arrey à la faveur de l'exposition pour mieux estimer le rôle de la restauration dans la fortune critique et l'appréciation esthétique de l'artiste. L'opération de restauration des œuvres de Jean d'Arrey au CICRP résulte d'un projet d'exposition monographique inédit dédié à l'un des trois grands peintres provençaux œuvrant durant le deuxième tiers du XVIIe siècle avec Nicolas Mignard et Reynaud le Vieux. D'Arrey n'avait jusqu'alors pu bénéficier que d'un éclairage certes marqué, mais limité, à la faveur de la rétrospective générale organisée au Musée des Beaux-Arts de Marseille en 1978 sur la peinture provençale au XVIIe siècle. Depuis, rien ou presque. Le musée Granet et la CRMH PACA, porteurs conjoints du projet avec la commissaire scientifique de l'opération, l'historienne de l'art Jane McAvock, spécialiste de Jean d'Arrey, se sont immédiatement tournés vers le CICRP pour accompagner et assurer la campagne de restauration d'une vingtaine d'œuvres de Jean d'Arrey, toutes monuments historiques, issus de collectivités locales directement associées à la démarche. Cela en un temps record, 18 mois. De façon classique pour une entreprise de cette envergure, un comité scientifique doublé d'un comité technique a été mis en place avec des réunions qui se sont alternativement échelonnées tous les mois et demi environ. Les équipes de restauration ont rassemblé 16 personnes de spécialité support, couche picturale et châssis cadre, les cadres étant quant à eux restaurés hors CICRP. En interne, le CICRP a proposé un plateau technique ainsi qu'un accompagnement scientifique aux problématiques rencontrées et a profité de l'opération pour mettre sur pied un projet propre à la documentation de d'Arrey afin de mieux connaître sa manière de pratiquer son art, ce qui n'avait jusqu'à présent jamais été réalisé. À cet effet, une centaine d'échantillons ont été prélevés, certains encore en cours d'analyse. Le corpus retenu, l'état de conservation des œuvres et les enjeux de la restauration en un temps très contraint, offre l'opportunité de mettre en évidence plusieurs problématiques qu'il n'est pas possible de développer complètement. Qu'il nous soit toutefois permis de souligner 2 ou 3 aspects remarquables selon nous. En premier lieu, les toiles retenues se caractérisent par un paradoxe. Toutes relèvent des monuments historiques, toutes illustrent un genre spécifique de l'art de d'Arrey, la peinture religieuse au sein d'une production plus diversifiée, mais les vicissitudes de leur conservation, de leur itinérance au fil du temps, des interventions dont elles ont pu faire l'objet, nous ont placés face à une très grande diversité d'états,
de la composition quasiment intacte. Là, vous pouvez voir l'exemple sur votre gauche avec le bienheureux Salvador de Horta, qui était dans un état plutôt remarquable. Et je vais faire défiler des images en allant du meilleur au pire, si je puis dire. Donc, les vicissitudes des conservations de ces œuvres, de leur itinérance au fil du temps et des interventions dont elles ont pu faire l'objet, nous ont mis donc face à une grande variété d'états que quelques exemples ici présentés rapidement aident à mieux appréhender. Alors voilà, je vous montre la mort de Saint Joseph de Lambès, qui elle est relativement préservée et que lorsqu'on voit la fluorescence sous UV, on voit une campagne de repeints successifs très invasifs, ou la Trinité terrestre et la Trinité céleste, alors qui peut encore passer en lumière blanche, enfin lumière visible, mais évidemment en lumière rasante, c'est une toute autre histoire. Et voilà la cartographie réalisée par l'équipe de restauration en charge, Marine Victorien et Claire Imbourg, et vous voyez donc le résultat final. Donc sur ce plan, les dossiers d'imagerie scientifique ont joué un rôle considérable dans l'identification d'altérations ou de traitements antérieurs, sinon difficilement repérables de prime abord, y compris aux yeux des restaurateurs. Second point, le corpus a entraîné des questions relatives à l'harmonisation ou non des restaurations, considérant d'une part l'unité générique des compositions, d'autre part la grande variété de leur état de conservation, leur étalement sur l'ensemble de l'activité des Darré, soit entre 1637 et l'année de sa mort en 1668, et jusqu'à la nature des commandes. La prise en compte des 20 œuvres doit aussi être considérée à l'aune des autres, qui ne sont pas passées par les ateliers du CICRP, toutes exposées sur les cimaises du musée Granet ou dans le parcours hors les murs. Ces questions n'ont pas reçu de véritable réponse, à raison puisque toute restauration constitue un cas unique, ce qui n'a pas empêché de faire ressurgir inévitablement quelques traits idiosyncrasiques de l'art darétien, parfois masqués sous des repeints disgracieux ou des lacunes perturbantes. Pourtant, l'approche générale validée par le comité scientifique a consisté en des traitements illusionnistes parfois très poussés, comme vous pouvez le voir, qui ont tenu compte sans doute de l'exposition au musée, bien que temporaire, au même titre que celle dans le lieu d'accrochage habituel, souvent obscure et éloignée d'une appréciation à hauteur d'œil, dont l'on pourrait penser qu'elle devrait primer. Or, Darré savait parfaitement jouer de la différence de traitement technique et du rendu optique qui en résulte, selon le contexte de la commande et le type d'accrochage. Ici, voilà, je vous montre un exemple c'est le retable du martyr de Saint-Barthélemy avec une toile de dimension importante et sa prédelle en bois. La technique du bois permettant un support lisse et un traitement extrêmement fin et précieux et très décoratif, c'est une des caractéristiques de Darré, qui tranche quelque peu avec le traitement de la toile, du martyr lui-même. Et donc ça, c'était une volonté propre de Darré, puisqu'on sait que la prédelle était accrochée à hauteur d'œil. Le dernier point retenu a trait à la question du temps nécessaire et du temps alloué à la restauration, à travers le traitement de la mort de Saint Joseph. Il s'agit de souligner l'importance de connaître toujours mieux un artiste afin de jouir de tous les éléments disponibles pour assurer la restauration de ses œuvres. Il arrive que ces éléments n'existent pas ou qu'ils n'existent plus. Il arrive aussi qu'ils soient portés trop tard à notre attention. Le cas présent concerne une histoire de nez, celui du Christ, d'abord trop long de la restauration précédente, sur votre gauche, et finalement peut-être trop étroit de la restauration actuelle. Mais est-ce si sûr ? Le cliché sous fluorescence des rayons UV, que vous avez au milieu, a quoi qu'il en soit désigné les repeints nombreux d'une composition maintes fois retouchée au fil du temps. La réintégration s'appuie sur l'existant et le comparable. Les nez masculins de Darré sont souvent courts, épais et légèrement busqués, plus rarement fins et étroits. L'option retenue et validée fut celle du nez droit, que vous voyez. Alors attendez, vous avez l'exemple en bas, la deuxième représentation en partant de la gauche. C'est la Trinité terrestre. En effet, la restauratrice avait à sa disposition, à côté, dans l'atelier, le cas du nez fin et surtout autographe de Saint-Joseph, on savait qu'il n'avait pas été retouché, et qui est en plus proche chronologiquement, puisque les deux peintures ont été réalisées dans la décennie 1640. L'apparition, quelques semaines avant l'exposition, et l'acquisition par le musée Granet lui-même, par préemption, trop tard donc, pour modifier le parti retenu d'un dessin préparatoire à la figure du Christ, semble témoigner d'une lecture erronée du nez retouché. On retrouve en effet la forme busquée du cartilage nasal dans l'esquisse à la sanguine. Mais encore une fois, est-ce si sûr ? Doit-on prendre pour argent comptant ce que donne à voir le dessin préparatoire par rapport à la composition peinte ? Le doute subsiste,
et témoigne des limites de l'interprétation en restauration. Abordons maintenant les restaurations réalisées par Alice Moulinier, auxquelles il convient d'associer, pour le support notamment, les interventions de l'atelier marseillais L'Azulum. Alice Moulinier a pris en charge 8 peintures de Darré, soit plus du tiers du corpus accueilli au CICRP. Ces peintures correspondent à un ensemble représentatif, donc vous voyez l'ensemble des 8 peintures, un ensemble représentatif des problématiques rencontrées lors de l'opération, avec le souci constant de conserver une approche mesurée dans le traitement. On peut les ranger en 2 catégories, chacune comportant 2 sous-catégories. D'une part, les œuvres ayant fait l'objet de restaurations importantes, sur lesquelles il a fallu entreprendre des interventions profondes, comme l'Annonciation de Saint-Martin-de-Palière, nous allons y revenir. Restaurations dont certaines se sont d'ailleurs révélées si drastiques que leur réversibilité n'était pas assurée, obviant à toute tentative raisonnable de prise en charge fondamentale. C'est le cas de la Sainte-Anne ou du Saint-Joseph que nous allons voir par la suite. On trouve d'autre part des œuvres peu, voire pas restaurées, qui présentent également 2 cas de figure. D'un côté, les compositions préservées et superficiellement reprises, pour ce qui est ressorti à la couche picturale, autorisant un traitement limité lié à la restitution d'une qualité de lecture optimale. On verra le cas de l'Ange gardien. De l'autre, les compositions originales, mais très fortement dégradées, ruines passionnantes, qui nous confrontent à la matière originale ou presque, et permettent d'appréhender sans filtre la technique de l'artiste et sa manière de peindre. Ainsi, le Saint-Jacques et le Saint-Sidoine d'Aix, que nous verrons par la suite également. Ce sont des documents inestimables pour mieux comprendre le style Darré. À ce stade, il convient de souligner l'apport essentiel des analyses et études menées par les chimistes du CICRP dans l'accompagnement des restaurations, notamment sur la caractérisation de la nature de la préparation singulière utilisée par Darré tout au long de sa carrière, avec des effets sur la grande fragilité des compositions de l'artiste sur le plan de l'adhérence insuffisante et la perte consécutive de matière pigmentaire. Darré, en effet, avait l'habitude de recourir de façon systématique, une seule des peintures analysées fait exception à la règle, à une préparation principalement composée d'oxyde de fer sous forme d'hématite, de couleur rouge, associée à différents sulfates d'aluminium et de potassium appliqués à l'aide d'un liant huileux qui s'est très fortement oxydé. L'oxydation a entraîné une grande sensibilité à l'eau, avec des conséquences négatives évidentes pour des œuvres accrochées dans des lieux de conservation où le taux d'humidité relative outrepasse souvent les seuils recommandés. La fragilité du film peut aussi être amplifiée par l'absence ou la trop faible quantité de plomb, agent cicatif qui favorise la polymérisation ou le séchage de l'huile avec laquelle il interagit au fil du temps pour stabiliser la couche picturale. Les images qui suivent exposent quelques cas d'espèces avec une présentation sur le modèle avant-après. Oups. Ah oui, alors là, il faut que je... C'est pas très ergonomique. Voilà. Avec parfois pendant, et l'explicitation de la méthodologie utilisée par Alice Moulinier selon le classement brièvement décrit ci-dessus. L'Annonciation de Saint-Martin-de-Palière, notamment dégradée par un dégât des eaux considérable dans sa partie senestre, qui correspond à l'Ange, a subi plusieurs campagnes de restauration non documentées, dont plusieurs ne furent pas l'œuvre d'un professionnel, comme en témoignent des repeints envahissants et débordants, ainsi que des déplacements d'écailles qu'il fut très délicat, voire impossible de remettre toutes dans le plan. En somme, un état de surface chaotique. La faible adhérence de la couche picturale, dont attestent les déplaquages nombreux, n'a pas permis une intervention sur le support aussi neutre que souhaité. En effet, un premier refixage à la colle d'esturgeon a été complété par un second refixage, par le revers, au moyen d'un adhésif non naturel, l'aquazole, qui colle plus solidement mais qui est aussi moins réversible. Le nettoyage de la couche picturale a adapté un protocole d'application successive de gel de compositions différentes, mais tous de pH basique afin d'éviter un dosage trop fort, ainsi que de triammonium citrate à 2%, très peu agressif. La restauration a mis en évidence un traitement différencié du vêtement de l'Ange, davantage monté dans le frais et l'aspect rugueux, quand celui de la Vierge fait intervenir une technique de sous-couche et de glacis pour un effet plus subtil dans le rendu optique. La Sainte-Anne des Andrettes, comme le Saint-Joseph, fait elle aussi état d'une intervention intérieure très lourde, si lourde qu'elle interdit presque toute réversibilité. Réalisée en 1991 et documentée, elle témoigne d'un traitement drastique de la toile. Il s'agit ici d'une imprégnation par le revers de cire pour un refixage général, couche picturale, préparation, support, afin de stabiliser la réactivité de la toile. L'application a été effectuée en une couche épaisse et irrégulière, comme vous pouvez le voir sur la photo centrale. Les accords chromatiques ne sont pas courants chez Darré, et selon la restauratrice, la cire pénétrante a saturé les couleurs et bouleversé l'équilibre tonal en renforçant les contrastes complémentaires. Le vert du manteau semble avoir viré lui aussi, et il manque un glaçage pour harmoniser les couleurs. Il a été décidé par le comité scientifique d'intervenir à minima sur cette peinture et son pendant le Saint-Joseph,
avec une réintégration légère destinée à régler les mastiques lisses, à calmer les repeints discordants et quelques usures, modérément, afin d'améliorer la lisibilité de la composition. Et là, je vous invite à voir les deux photos en haut à droite qui montrent l'intervention délicate d'Alice, qui, donc les deux photos, le groupe des deux photos à droite, en haut, avec à l'extrême droite l'intervention d'Alice qui montre qu'elle est venue calmer les usures, mais sans les masquer complètement. Donc c'est important de conserver la trace du temps qui passe sur l'œuvre. En l'espèce, la restauration peut aussi conduire à ne rien faire, ou presque. C'est une limite, c'est aussi le souhait de ne pas s'acharner sur une œuvre qui a déjà beaucoup souffert. Ces deux peintures faisaient partie d'un ensemble de 22 figures de saints en pied, commande passée à Darré pour la chapelle de l'Association de l'Oratoire à Aix-en-Provence entre 1643 et 1652. Le démembrement de l'ensemble à la suite de la destruction de l'édifice, à la Révolution française, a conduit à des accrochages dans des lieux divers et à une histoire différente de chacun des éléments de l'ensemble, y compris sur le plan de la conservation. Je le mentionne parce que nous y reviendrons tout à l'heure avec le Saint-Jacques et le Saint-Sidoine. L'Ange gardien de Simiane Collongue doit être considéré avec son pendant réalisé 37 ans plus tard par Pierre Bainville, peintre parisien qui a fait carrière en Provence, une génération après Darré, et également restauré par Alice Moulinier. La commande a entraîné une modification du format original, rognant sur la partie haute pour lui donner une forme à épaule avec lunettes. Ceci excepté, la couche picturale n'a pas fait l'objet de restauration depuis 1647, a priori. Le cliché sous fluorescence UV montre que la couche de vernis avait presque entièrement disparu. La principale difficulté a tenu dans l'élaboration d'un protocole de nettoyage non agressif en plusieurs applications de gel différents, de gel abietique, basique, jusqu'à 8,4, de pH 8,4, pas au-dessus. Des tests pratiqués ont affiné l'appréciation du niveau de dégagement souhaité. Sous la fine couche de vernis résiduel, Alice Moulinier a identifié une couche huileuse brun-gris qu'elle a également observée sur d'autres œuvres de Darré, notamment le Saint-Sidoine et le Saint-Jacques, mais qui n'a pu être analysée faute de temps. Alice a milité pour conserver une partie de cette couche qui permettait d'apporter de la rondeur et du volume aux carnations sans créer de contraste trop brutal avec les zones ombrées. Donc vous voyez en détail un essai de dégagement trop important et à droite le dégagement souhaité, le niveau de dégagement souhaité. Un nettoyage identique du ciel a maintenu en l'allégeant la présence visuelle de cette couche afin d'éviter une action trop interventionniste sans perturber la lecture d'ensemble. Le Saint-Mathieu et l'Ange de Saint-Paul-de-Vence a lui aussi été peu retouché, à l'exception de l'application de couches successives de vernis qui se sont oxydées, créant un voile brun jaunâtre sur la composition, par ailleurs fortement encrassé, comme on peut le voir sur la photo, voilà, illustrant le nettoyage en cours. Le crucifix, jusqu'alors noyé dans une sorte de gangue fuligineuse, ressort avec beaucoup de fraîcheur dans l'éclat céleste. Les laissés de mouches, coulures superficielles et projections de cire ont été dégagés lors de cette opération. Restés quelques accidents et menus repeints discordants ne perturbant pas outre mesure la lisibilité du sujet représenté. Et ils ont été traités après retrait, masticage et réintégration modérée. En revanche, est apparue une problématique de traces non effacées, créant quelques incohérences au niveau de certains drapés, qu'Alice Moulinier a immédiatement identifiées et dont elle a souligné l'importance. Les analyses menées par le CICRP ont confirmé la présence de protéines dans cette couche, qui désigne, chose rare, la présence d'une pratique documentée à l'époque classique, notamment chez Poussin, l'application d'un vernis intermédiaire au blanc d'œuf. De fait, les œuvres, une fois la composition achevée, pouvaient faire l'objet d'un traitement au blanc d'œuf pour vernir la couche picturale encore fraîche, afin de protéger celle-ci lors du processus de séchage, notamment lors d'un voyage. Cette opération présentait également l'avantage de nourrir et de saturer les tons mats. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, voire un an après, une fois la peinture entièrement sèche, qu'était retiré ce vernis intermédiaire avec de l'eau, pour ensuite appliquer le vernis définitif. Dans le cas du Saint-Mathieu et l'Ange, il a été imparfaitement effacé. Il en subsiste des traces qui se sont encrassées au fil du temps, mais qu'il était nécessaire de conserver, après repiquage, parce qu'elles font désormais partie de l'histoire de l'œuvre. Ultime exemple, le traitement du Saint-Sidoine, comme celui du Saint-Jacques, qui relève du même ensemble que la Sainte-Anne et Saint-Joseph, j'en parlais donc, le traitement du Saint-Sidoine s'est avéré particulièrement intéressant, car il nous a confrontés à plusieurs enjeux de restauration. L'œuvre nous est parvenue dans un état très dégradé, mais vierge ou presque de toute intervention. Voilà donc du pain béni qui nous met en présence directe de Darré lui-même, malgré des lacunes considérables. Deux aspects méritent d'être développés. Le premier tient à la nature de l'intervention, la plus légère possible, et sur tous les plans, y compris pour le traitement du châssis d'origine consolidé de manière totalement réversible. Cet élément d'ordinaire trop peu considéré fait pourtant partie intégrante de l'œuvre et de son histoire.
Le châssis du Saint-Jacques contient ainsi inscrit à la mine graphite le nom de l'un des commanditaires de Darré, Monsieur de Ponteves. Donc c'est sur la photo de droite. Le nettoyage a mis ici encore en évidence la présence d'une couche grisâtre qu'Alice Moulini a souhaité conserver en partie pour une meilleure prise en compte des volumes, d'abord dans les carnations. Aussi, le nettoyage a-t-il été mesuré. Les lacunes laissaient apparaître la couche de préparation rouge, souvent discernable chez Darré, et ont offert l'occasion de mieux considérer le rôle crucial que celle-ci jouait dans la technique picturale de l'artiste. En effet, cette couche servait en outre de révélateur, de sous-couche et même de pigment ajouté à la palette de Darré. La réintégration de la partie ombrée dans le manteau de l'évêque a conservé la présence sous-jacente de cette couche chaude qui fait vibrer la tonalité et apporte densité et profondeur à l'intérieur de l'étoffe. On sent l'air circuler sans platitude ni opacité. Une vue de détail, en bas à droite, une vue de détail permet d'observer à quel point cette préparation rouge est un élément constitutif de la palette de Darré, sur les franges pour cerner les zones, mais aussi pour réchauffer la couche picturale. La soie moirée du manteau blanc laisse ainsi entreapercevoir des percées où la tonalité rouge de la préparation affleure en permanence. Il ne s'agit pas d'usure, mais d'une volonté propre de Darré. Autre élément caractérisant l'intervention, la dégradation du smalt, un pigment particulièrement prisé par les peintres au XVIe et XVIIe siècle. Comme on peut le constater dans ces deux versions d'une peinture de Véronèse, Saint-Marc et Saint-Marcelin conduits au supplice de 1565. 5 minutes. Ah, oui. Bon. Ce pigment artificiel, ici composé d'un verre potassique teinté par un minerai de cobalt, présente un phénomène avancé de dégradation. Les grains bleus ont en effet produit une décoloration due à un phénomène de lixiviation, ou dissolution préférentielle du potassium pouvant être consécutif à l'exposition de la peinture à des conditions de forte humidité, ainsi qu'à l'interaction avec le liant huileux. Vous pouvez le voir donc en haut à droite sur la couche blanche qui porte le numéro 4. C'est du bleu, mais c'est du bleu décoloré. On le sait, la déontologie de la restauration exclut de faire de la retouche sur une altération naturelle irréversible. Il a en conséquence fallu intervenir sur un ciel brun-jaune qui s'avère être du bleu original dégradé. Le cerveau a donc dû agir en restauration sur une couleur presque complémentaire, ce qui n'est pas simple, tout en calmant sans les masquer les usures dans les nuages par un repiquage subtil. Le second aspect à relever tient à l'intérêt de la simulation numérique dans une proposition de restitution de ce que Darré a pu donner à voir à l'achèvement de son tableau. Si la teinte bleue souhaitée par l'artiste est définitivement perdue, il est en revanche permis d'approcher le rendu initial de l'œuvre pour cette partie de la composition. Le contraste du saint avec son vêtement, se détachant sur un ciel dense de fin de journée, contrairement à celui plus clair du début de journée sur lequel se détache Saint-Jacques, est accentué, mais il reste hypothétique et surtout virtuel. C'est toutefois l'apport non négligeable du numérique pour allier déontologie de la restauration, respect de l'œuvre et projection pédagogique auprès du public. La même problématique a été identifiée sur le manteau de la Vierge dans la toile du martyr de Saint-Barthélemy d'Ops. Là encore, la restauration n'a pas modifié par un repeint bleu le smalt dégradé du vêtement marial. Le statu quo s'imposait. Et je conclus en disant que l'excès en tout est un défaut. Et donc la fameuse devise du ne quid nimis pourrait caractériser la démarche d'Alice Moulinier, conduite par un attelage qui a fait ses preuves en matière de restauration, le doute et la prudence. Ce qu'il faut retenir, c'est que, après analyse, Darré ne jouit sans doute pas du crédit qui lui revient en tant que créateur. Flamand d'origine, peintre de l'effet et non de l'effort, il a de grandes finesses dans l'importance accordée aux détails, dans la virtuosité de la touche. Je vous montre quelques exemples de détails. Les harmonies colorées, mais aussi quelques faiblesses dans la composition ou l'anatomie des figures, alors qu'il maîtrise parfaitement l'art du raccourci, comme en atteste son activité de peintre décorateur. Le problème de la réception critique de Darré, et j'en termine, tient en partie aux expérimentations du peintre et notamment à son usage d'une couche de préparation poreuse, nous l'avons vu, qui résiste mal au temps. Sa fortune pâtit de restaurations parfois maladroites qui n'ont pas suffisamment tenu compte de la singularité de sa technique et qui ont pu porter atteinte à l'intégrité de sa production, à ses subtilités, ses finesses de valeur que l'on retrouve dans ses dessins, à la plume ou à la sanguine, dans le jeu assuré de ses hachures pour rendre compte des volumes et des ombres. Il suffit d'un rien pour ruiner les faire chercher. Très vite, le peintre paraît faible, sinon maladroit. De même, et enfin, il est intéressant de considérer certaines interventions agressives qui ne permettent pas d'apprécier à leur juste valeur la douceur et la densité du traitement des ombres, l'un des points forts de Darré, ou le velouté des carnations. Je vous montre là rapidement deux exemples de peintures qui ont été restaurées, l'une au musée de Marseille et l'autre au musée du Louvre, Diane découvrant la grossesse de Calypso,
et la pomme endormie du Louvre. Et vous voyez les traces d'usure dans les ombres, notamment, qui sont liées au retrait de repeint de pudeur. Vous voyez, il manque des glacis, on a un effet plâtreux propre au XIXe siècle, et le repeint de pudeur qui a été retourné. Il est aisé de mesurer la perte quand d'autres compositions, telles la Lamentation de Marseille, conservent le témoignage de la grande maîtrise de l'artiste en la matière. Là, vous pouvez voir la différence. Voilà tout l'intérêt de l'exposition du musée Granet, qui a proposé, à côté des œuvres restaurées au CICRP, certaines également reprises, et différents états de conservation. D'autres, enfin, s'offrent dans un état intermédiaire, anciennement retouché et présentant un état d'usure ponctuellement prononcé, ainsi la joueuse de luth de New Haven. On trouve même un cas de composition restaurée puis dérestaurée, où Daret réapparaît tel qu'en lui-même, certes très usé, mais avec ses qualités propres. En somme, et pour conclure, vraiment, il serait tentant de verser dans la formule lapidaire quelque chose qui pourrait sonner comme plus on sait, moins on fait, ou plutôt plus on sait, plus on procède avec circonspection. La connaissance d'un artiste, la familiarité que l'on peut ressentir face à son œuvre, agrémentée de l'apport des analyses physico-chimiques expliquant les processus d'altération observés, facilite certes l'identification des problématiques et les protocoles à élaborer et à mettre en pratique pour le traitement administré. Il reste que le degré d'intimité est à double tranchant, car il oblige plus qu'il n'autorise. L'exemple de Daret montre que l'intervention peut très vite, d'un rien, perdre le geste de l'artiste. Il milite pour un travail prudent, un nettoyage modéré et une réintégration discrète dans la mesure du possible. Je vous remercie.